Bon après-midi. On est ravis de vous retrouver, toutes et tous. On a passé une formidable matinée, enthousiasmante, énergisante. Et nous recevons cet après-midi Elisabeth Borne. Madame la ministre, un grand merci de nous faire l'amitié et l'honneur d'être présente aujourd'hui. La place des femmes bouge. La situation des femmes en France se renforce et on peut s'en réjouir. Mais on a une conviction chez Vive, c'est que l'argent reste un tabou à lever pour les femmes. Et on a une autre conviction, c'est que le progrès des femmes passera par une accélération, une augmentation de leur expertise économique et financière. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons lancé ce média, qui est constitué d'une newsletter. Alors, on m'a beaucoup posé la question, oui, vous pouvez vous inscrire, oui, elle est gratuite, et surtout, inscrivez-vous, vivemedia.fr, faites-le. La deuxième question que nous a posée, c'est pourquoi les femmes de 45 ans, de plus de 45 ans? Alors peut-être parce qu'elles représentent plus de 50% des femmes en France aujourd'hui, aussi parce qu'elles ont accumulé une expérience précieuse, mais aussi subissent des moments de rupture de vie personnelle, professionnelle, intime. Et il nous a semblé que c'est un moment important à saisir, parce que c'est un moment de rebond, c'est un moment, la ministre nous en parlera, de possibilités de changement, notamment dans sa carrière professionnelle. C'est possible et c'est vraiment l'ambition que nous avons envie de vous passer aujourd'hui, c'est que nous pouvons toutes et tous le faire. Merci à tous. Valérie Lyon va nous rejoindre. Madame la ministre. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous au premier forum de Vive et nous vous en remercions vivement. Nous sommes ravis de vous accueillir. Je vais rappeler rapidement votre parcours parce qu'il dit beaucoup de choses aussi de ce que peuvent faire les femmes. Vous êtes polytechnicienne, ingénieure des ponts, eaux et forêts. Vous avez d'abord mené une carrière de haut fonctionnaire et puis dans le domaine de l'équipement et des transports. Ensuite, vous avez travaillé à la SNCF, puis chez Eiffage, avant de rejoindre la mairie de Paris. En fait, vous avez fait un certain nombre d'évolutions entre l'entreprise, le monde de la politique. Puis vous avez travaillé avec Ségolène Royal au cabinet, au ministère de l'écologie. Vous avez été la première femme, je crois, préfète de la Vienne. Et puis en 2015, vous êtes nommée à la tête de la RATP, que vous dirigez durant 2 ans. Et en 2017, vous entrez au gouvernement comme ministre des Transports d'abord, puis ministre de la Transition écologique. Et enfin, depuis l'été 2020, vous êtes ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Et j'ai mentionné ces principaux jalons de votre carrière parce que vous avez effectivement fait le pari d'aller dans différents milieux. Et puis, vous avez quand même majoritairement travaillé dans des environnements très masculins. Donc, c'est intéressant d'avoir votre retour d'expérience sur ce sujet. Et puis, nous sommes d'autant plus ravis de vous accueillir que nous sommes au lendemain de la publication de la 4e édition de l'index de l'égalité professionnelle. Donc, les résultats 2021 ont été publiés hier. Et donc, je vous propose de nous en faire un petit résumé parce que c'est intéressant de voir à la fois ceux qui progressent et ceux qui patinent. Comme l'a dit Sybille, la place des femmes bouge, les choses avancent. Et puis, il y a quand même aussi encore des résistances. Et on voit dans ce dernier index que les moyennes progressent, mais le diable, comme souvent, se cache dans les détails. Et on se rend compte qu'il y a des indicateurs sur lesquels encore il faut avancer. Oui, alors vous avez rappelé mon parcours. Ça fait un peu peur, là, parce qu'il est très très long. Enfin, j'assume. Et peut-être dire que... Alors moi, j'ai perdu mon père très jeune. Et ma mère a clairement été un rôle modèle pour moi parce qu'elle a dû se débrouiller avec l'entreprise familiale qui avait fait faillite et ses 2 filles. Et elle s'en est sortie et moi je suis là aujourd'hui. Et puis je pense aussi dire que si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des hommes qui m'ont fait confiance. Le président de la République l'évoquait ce matin, l'égalité professionnelle, l'égalité femmes-hommes, ça passe aussi par une implication des hommes puisque c'est souvent
eux qui décident aujourd'hui, encore trop souvent. Et donc, voilà, moi j'ai eu tout au long de mon parcours des hommes qui m'ont fait confiance, le directeur des ressources humaines du ministère ça s'appelait l'équipement à l'époque où je suis rentrée, et puis Lionel Jospin, et puis récemment, 2017, Emmanuel Macron, qui m'a effectivement appelé au gouvernement. Alors, si je reviens donc sur l'index... Mais c'est important que vous le souligniez, parce que nous aussi, chez Vive, on considère que effectivement la place des femmes est l'affaire de toutes et de tous, absolument, y compris des hommes. Oui, donc on a aussi besoin que les hommes s'engagent sur cette cause de l'égalité femmes-hommes. Et ils peuvent s'engager à travers l'index égalité professionnelle, parce que c'est les entreprises, et les entreprises sont majoritairement dirigées par des hommes aujourd'hui, et donc leur travail, c'est de faire progresser cet indice. Absolument. Donc cet index peut être dire qu'il se situe dans un ensemble de mesures qu'on a pris durant le quinquennat en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. D'abord avec ce sujet de l'égalité salariale sur lequel je reviendrai, mais pas uniquement. On a aussi le doublement du congé paternité, qui est quelque chose de très important, parce qu'on ne peut pas parler de l'égalité professionnelle sans parler de l'équilibre dans la répartition des responsabilités familiales, parentales en particulier. Et donc je pense que c'est une avancée très importante, ce doublement du congé paternité. Et puis il y a aussi plus récemment la loi Rixain, donc sur la place des femmes parmi les cadres dirigeants et dans les instances de direction des entreprises, qui, j'y reviendrai, est apparu d'autant plus nécessaire à la lumière de l'index. Donc l'index, pour y revenir, il vise à assurer enfin l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. D'abord, il permet d'avoir une indication objective sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. C'est une mesure qui permet de savoir où en est chaque entreprise. Puis c'est une mesure objective, comparable d'une entreprise à l'autre, mais c'est surtout une obligation de résultat, puisque les entreprises qui ont une note inférieure à un certain seuil, 75 sur 100, ont une pénalité financière substantielle, 1% de la masse salariale. Si j'ai bien compris, d'ailleurs, cette pénalité financière, elle entre en jeu au bout de 3 ans de publication de l'index, c'est-à-dire qu'on laisse 3 ans à l'entreprise pour s'améliorer. Et donc là, on va rentrer un peu dans le dur, puisque les entreprises qui ont des notes trop inférieures pourraient être sanctionnées à partir de cette année, c'est ça ? Absolument. Donc, on a laissé 3 ans, mais maintenant, c'est l'heure de vérité pour les entreprises qui ont continué, qui 3 années de suite ont eu une note inférieure à 75 et qui n'ont pas rectifié le tir dans la dernière mesure, celle qu'on vient d'avoir au 1er mars. Et il y en a. Il y en a déjà 16, des entreprises donc de plus de 250 salariés. On a 11 entreprises dont on attend encore, qui n'ont en plus pas transmis leur index dans les délais, mais peut-être que cet index est excellent, on verra. En tout cas, s'il ne l'est pas et s'il est inférieur à 75, alors elles rejoindront les 16 autres pour lesquelles on va engager la procédure de sanction. Alors, il faut rappeler que cet index, il est constitué de 5 grands critères. Et on voit que 2 critères posent encore quand même des problèmes. C'est la question de l'augmentation salariale au retour de congé maternité, notamment. Et puis, c'est la place des femmes dans les 10 plus hautes rémunérations de l'entreprise. Oui. Alors, peut-être tout ne va pas mal, quand même. Donc, non, bien sûr. Donc, il y a effectivement ces 5 critères, 4 pour les petites entreprises, les plus petites entreprises, les 50 à 250. Ce qu'on voit, c'est d'abord que les entreprises jouent le jeu. De façon générale, elles ont bien déclaré leur index. 61% étaient à l'heure cette année, comme l'an dernier, mais il y a quelques retardataires et on a fini l'année 2021 à 75%. Et puis, la note continue à progresser. Chaque année, on a vu que cette note progresse, donc ça veut dire que cet index, il a aussi l'intérêt de mettre en lumière ces questions d'inégalité salariale et du coup, il appelle des mesures de correction et de progression. Alors vous avez raison, il y a 2 indicateurs qui étaient à la traîne. Un qui est tout simplement la non-application de la loi, c'est les augmentations en retour de congé maternité. Donc quelque part, c'est aussi intéressant pour l'inspection du travail, puisqu'on voit dans les indicateurs, quand on a 0, eh bien, vous pouvez avoir une visite de l'inspection du travail pour vous rappeler qu'il y a une loi qui oblige à augmenter une femme qui revient de congé maternité comme la moyenne de ses collègues.
Et donc, c'est voilà, un outil utile pour cibler les contrôles. Et puis l'autre, c'est effectivement la part des femmes dans les 10 plus hautes rémunérations. Celui-là, il était à la traîne. Il progresse cette année, mais pas encore suffisamment. Et c'est bien pour ça aussi qu'on a eu cette idée avec les parlementaires de la loi Rixain, parce que ce que ça cache, c'est qu'effectivement, la place des femmes est insuffisante parmi les cadres dirigeants. Et donc, on va agir non seulement avec notre index, mais maintenant avec la loi Rixain qui oblige à avoir 30% de femmes parmi les cadres dirigeants et les instances dirigeantes dans 5 ans, 40% dans 8 ans. Alors cet index, il s'applique essentiellement aux entreprises privées. Donc, d'une certaine manière, il ne prend pas en compte un certain nombre de métiers très féminins qui vont se trouver pour la plupart dans le public, comme par exemple les infirmières ou les sages-femmes, etc. On a beaucoup parlé, notamment avec la pandémie, de la question de la valorisation de ces métiers dits féminins. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui est fait aujourd'hui pour transformer, enfin, mettre la valeur juste, finalement, on en a parlé ce matin, sur les compétences nécessaires pour exercer ces métiers dits féminisés parce qu'ils sont exercés par une majorité écrasante de femmes. Oui. Peut-être dire qu'avec ma collègue Amélie de Montchalin, on est bien décidé à ce qu'on ait aussi un index dans le public. Je pense que c'est important qu'on donne aussi l'exemple et qu'on puisse précisément mesurer aussi dans le public. Donc c'est un chantier, l'index. Donc c'est un chantier qui est effectivement lancé avec Amélie de Montchalin. Alors vous avez raison de souligner que la crise a mis en lumière un certain nombre de métiers qui peuvent avoir des conditions de travail difficiles, qui peuvent aussi être à temps partiel, qui peuvent être mal rémunérés et très féminisés. C'est notamment le cas de tous ces métiers du soin, les métiers d'aide-soignante, d'infirmière. Et puis, c'est le cas aussi d'autres métiers, plutôt ce qu'on a appelé la deuxième ligne, les caissières, les aides à domicile. Sur le premier volet, vous savez qu'on a lancé un grand chantier de revalorisation salariale, notamment avec le Ségur de la santé, c'est 9 milliards d'euros pour revaloriser les rémunérations de toutes ces personnes dont on a eu grandement besoin pendant la crise sanitaire et qui sont effectivement indispensables dans notre société. Sur les métiers de la deuxième ligne, c'est un chantier que moi j'avais engagé avec les partenaires sociaux. Ça faisait partie, c'était un de nos sujets. On a avancé sur des enjeux d'organisation du travail, de temps de travail. Je pense par exemple au secteur de la propreté qui souhaite promouvoir la journée en continu, parce que c'est quand même des conditions de travail extrêmement difficiles. Quand on pense aux femmes qui travaillent avant l'ouverture des bureaux et après la fermeture des bureaux, évidemment dans des métiers qui sont à temps partiel, c'est beaucoup de contraintes et souvent à la clé des rémunérations qui ne sont pas en fait à la hauteur de ces contraintes. Donc on a mené tout ce travail. On continue aussi sur les métiers de l'accompagnement. On a eu, il y a 15 jours, avec le Premier ministre, une conférence sociale sur tous ces métiers de l'accompagnement qui sont aussi très féminisés. C'est un chantier de revalorisation, là encore, qui suppose, puisque les rémunérations dans ce secteur dépendent aussi de l'État et des départements, qu'on puisse assurer le financement de ces hausses de salaire qui sont nécessaires. Mais je pense qu'il y a aussi tout un chantier sur lequel on souhaite que les organisations patronales et syndicales s'engagent sur les parcours professionnels pour ces femmes. Donc ça passe notamment par le fait de regrouper différentes conventions collectives, d'avoir plus de lisibilité dans ces métiers et d'organiser des véritables parcours professionnels. Donc je pense qu'on a vraiment engagé les métiers le travail de revalorisation de ces métiers. C'est de la rémunération, c'est pas que ça, c'est aussi de l'organisation du travail et des possibilités de parcours professionnel dans ces métiers. Mais réciproquement, parce que on a finalement les deux aspects. Il y a à la fois à améliorer la qualité des emplois qui sont fortement occupés par des femmes, et puis il y a aussi la nécessité de permettre à plus de femmes d'accéder à des métiers qui sont très reconnus, les métiers notamment techniques, les métiers d'ingénieurs,
pour lesquelles aujourd'hui on a trop peu de femmes qui s'orientent vers ces métiers. Alors ça, c'était ma question suivante. Est-ce que vous pensez que justement la mixité des métiers, c'est une solution pour améliorer justement l'égalité femmes-hommes et notamment sur la dimension salariale? Parce que comme vous le dites, effectivement, les femmes vont moins vers les métiers mieux rémunérés. Alors c'est absolument indispensable. Vous avez vu qu'on a eu une étude de l'INSEE récemment qui montre qu'il y a 22% d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, évidemment au détriment des femmes. 5% sont liés à l'écart de rémunération à poste égal. Et donc le reste, c'est à la fois le fait que les femmes sont plus souvent à temps partiel que les hommes et puis qu'elles n'occupent pas les mêmes métiers que les hommes. Donc il faut absolument encourager les jeunes filles à s'orienter vers les métiers qui sont mieux considérés, mieux rémunérés. C'est un travail à faire en termes d'orientation. Le président de la République, ou le candidat plus exactement, Emmanuel Macron, a eu l'occasion d'en parler hier. On a vraiment un chantier énorme sur l'orientation et en particulier pour donner confiance aux jeunes filles qu'elles aillent vers ces métiers scientifiques et techniques. Je peux témoigner qu'une femme peut faire un métier d'ingénieur, en fait. Je les encourage vivement à le faire. Elle peut être heureuse dans un métier d'ingénieur. Absolument. Alors, il y a la question des jeunes filles et de leur orientation et de leur intégration sur le marché du travail. Et j'ai envie de dire, à l'autre bout de la chaîne, il y a la question du maintien en emploi des femmes de plus de 45 ans, qui sont celles qui nous intéressent plus particulièrement chez Vive. Et là, il y a effectivement tout un enjeu sur la place de ces femmes sur le marché du travail, parce qu'elles subissent un peu la double peine, c'est-à-dire à la fois elles basculent dans ce qu'on appelle le monde des seniors, et en plus, comme elles sont femmes, elles peuvent être doublement discriminées. Alors, comment faire pour réussir ce maintien dans l'emploi, notamment des femmes de plus de 45 ans ? Alors c'est un énorme sujet. Il y a clairement un problème général de maintien dans l'emploi des seniors. On l'a vu dans la crise sanitaire, on a échappé à ce qu'on nous annonçait de plans de licenciement, fort heureusement, mais il y a quand même eu un certain nombre d'entreprises qui ont encouragé les seniors à quitter l'entreprise. Donc on a quand même un regard aujourd'hui sur les seniors qui n'est pas très valorisant. Et comme vous le dites, il y a une double peine pour les femmes, enfin il y a même une triple ou une quadruple peine. À la fois les femmes, elles ont pu avoir des interruptions dans leur vie professionnelle et donc elles ont de fait besoin de travailler absolument pour pouvoir accéder à une retraite à taux plein. Elles sont souvent aidantes, donc elles ont eu à gérer les enfants quand ils étaient petits et elles peuvent avoir aussi à gérer les parents quand ils sont âgés. Et puis, c'est aussi des âges où il peut y avoir des recompositions familiales, pour dire les choses pudiquement. Donc, elles peuvent aussi avoir ce genre de soucis à gérer. Donc, je pense que c'est peut-être très important de prendre en main son évolution professionnelle. Et je voudrais vraiment insister sur le fait qu'on n'est pas tout seul pour le faire, qu'on a créé ce qu'on appelle le Conseil en évolution professionnelle. C'est un service gratuit qui s'adresse à tous les salariés. Donc vous pouvez regarder sur Internet, vous trouverez le Conseil en évolution professionnelle, qui peut vous aider à faire un bilan de compétences, à discuter avec vous de ce que vous souhaitez comme évolution, et puis qui peut vous conseiller sur les formations que vous pouvez suivre pour avoir une reconversion professionnelle. Je pense que c'est d'autant plus important qu'on sait que les femmes accèdent moins que les hommes à la formation professionnelle. Et alors, une fois que vous avez vu votre conseil en évolution professionnelle, nous avons un deuxième outil que nous avons créé dans le quinquennat, qui est le compte personnel de formation. Donc, c'est chaque année, vous créditez 500 € jusqu'à 5 000 €. Et ça vous permet d'avoir ce compte en euros, sans intermédiaire, pour pouvoir accéder à une formation. Et on voit qu'avec ce nouvel outil, les femmes accèdent davantage à la formation. On est en train de rattraper l'écart qu'il pouvait y avoir entre les femmes et les hommes sur l'accès à la formation. Il y a aussi des dispositifs plus lourds de reconversion professionnelle, ce qu'on appelle je ne vais peut-être pas rentrer dans les termes techniques, mais en tout cas, on a vraiment tous les accompagnements pour des reconversions professionnelles. Vous avez évoqué mon parcours. Je pense que c'est bien de se dire qu'on ne va pas passer forcément toute sa vie dans le même métier, qu'il faut oser changer
de métier, il faut oser gérer des reconversions professionnelles. De toute façon, l'économie se transforme de plus en plus vite et on aura de plus en plus besoin de pouvoir gérer des reconversions professionnelles. Et ce que vous disiez, en partant de votre propre exemple, Madame la Ministre, c'est que finalement, plus on bouge, plus on évolue, plus on prend confiance, et donc plus on est capable de gérer ces reconversions, qu'elles soient volontaires ou ces ruptures éventuellement subies. Enfin, je pense que c'est effectivement important de bouger. Vous savez, moi, ça m'arrive dans des plans sociaux de voir des femmes qui vous disent « mais c'est affreux ce qui m'arrive, qu'est-ce que je vais devenir je fais ce métier depuis le début et je ne saurais pas faire autre chose. » Vous dites « madame, vous avez quel âge ?»« 40 ans. » On se dit « bon, ben si, quand même. 40 ans, on doit être capable de rebondir et de faire autre chose. » Et je pense que c'est bien c'est bien de façon générale qu'on ait tous en tête qu'on peut changer de métier et on devra sans doute changer de métier. Et quelque part, on prépare mieux son avenir si on anticipe, qu'on se saisit de son conseil en évolution professionnelle, de son compte personnel de formation et qu'on se donne les moyens de rebondir. Ce que vous nous dites, c'est que les outils existent et qu'il ne faut pas forcément attendre ce que nous propose l'entreprise. On peut aussi, en tant qu'individu, et là typiquement le conseil en évolution professionnelle, c'est quelque chose qu'on va chercher en dehors de l'entreprise si on est salarié ou qu'on va chercher si on est demandeur d'emploi. On n'a pas besoin d'attendre que l'entreprise nous propose quelque chose, même si les entreprises françaises proposent régulièrement des plans de formation, etc. Ça permet aussi de changer la perspective, en fait, et le regard. Je ne suis pas en train de dire à chacune de quitter son entreprise tout de suite, mais c'est aussi possible. Je pense que ça ouvre le champ des possibles et c'est très important de pouvoir s'ouvrir son champ des possibles. Et vous l'avez dit, l'importance aussi, c'est la question de la formation. Les femmes ont souvent un retard dans la formation par rapport aux hommes. Donc la question de la formation tout au long de la vie, c'est aussi c'est une culture qu'on n'a pas forcément en France et qu'on est en train de développer et de renforcer. Et les femmes doivent aussi se lancer. Enfin, absolument. C'est vraiment quelque chose qu'on a porté tout au long du quinquennat. Je pense qu'il faut sortir de l'idée qu'on a un bagage qu'on acquiert en début de sa vie et puis qu'on va se débrouiller avec. Vraiment, on peut se former tout au long de sa vie, on peut rebondir, on peut changer complètement de métier et tous les outils sont là. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir été avec nous cet après-midi.